Bon, le PSG est virtuellement champion. Hein. Voilà, on voit mal le PSG perdre 2 fois 7-0. Oui, n'entretenons pas des faux suspens. Voilà. Donc le PSG est champion, même si c'est pas mathématiquement fait. Le gros coup du jour, c'est Lille qui reprend la 3e place à Lyon avec 1 point d'avance. Donc on ne fait pas les 3 points si tu dis tout. Non, je fais les principaux enseignements. Non, parce qu'après tu peux rentrer un peu dans le détail. Non, parce que c'est exactement ce qui va. Maintenant tais-toi, ne me coupe pas, parce que c'est là qu'il faut que les gens comprennent bien ce qui se passe. Donc Lille passe devant Lyon 1 point d'avance. Marseille reste au contact des places européennes. Marseille est 6e ce soir, donc virtuellement en Conference League, avec 2 points d'avance sur Monaco. Strasbourg ne peut plus être européen. Monaco peut encore l'être, en fonction du résultat de la dernière journée et de la finale de la Coupe de France. Et puis en bas du classement, on savait que Nantes et Metz étaient en Ligue 2. Ce soir, Nice devient barragiste du fait de la victoire d'Auxerre à égalité de points, les deux équipes 31. Mais bon, il peut encore se passer plein de choses lors de la dernière journée. Voilà les principaux enseignements, ce qui nous permet bien sûr d'arriver tranquillement aux 3 points. Jingle. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Dans cette soirée de folie, que retenez-vous, Daniel ? Les 3 points vont concerner pour moi les résultats qui m'ont le plus marqué, les principaux enseignements, donc évidemment hors PSG, puisque ce n'est pas une surprise pour moi qu'il soit champion. Donc le premier point, c'est la défaite de Lyon. Je ne m'attendais pas du tout à ce résultat et ils se mettent dedans de façon absolument stupide en laissant échapper probablement la Ligue des Champions. Je suis assez bouche bée par ce qui s'est passé au stadium. Le point 2... Monaco risque de terminer la saison hors zone Europe. C'est un club qui, à chaque fois, on en parle moins, alors que c'est une saison absolument catastrophique si effectivement ils sont hors zone Europe. Et mon 3e point, j'anticipe sur la semaine prochaine où on risque d'avoir au Vélodrome une finale pour l'Europa League entre Marseille et Rennes, enfin une finale qui concernerait surtout l'OM qui devra battre Rennes pour aller directement en Europa League, ce qui pourrait être un sacré résultat pour l'OM. Leur victoire de ce soir leur fait beaucoup de bien. Samuel, tes 3 points. Mon premier point, c'est la belle opération de Lille qui confirme encore une fois ce soir cet objectif qu'ils vont aller chercher de se qualifier pour la Ligue des Champions. Ils sont très bien partis pour ça. Mon deuxième point, c'est Rennes qui restent encore dans leur position. Ils arrivent à prendre des points et à rester dans cette course-là, même si je pense sur le dernier match, ça va être là où on va voir vraiment leur ambition aux joueurs. Et le 3e point, bien évidemment, c'est Lyon. Grosse déception pour moi sur un match comme ce soir face à Toulouse. Ils devaient, on va dire, déjà valider leur qualification plus ou moins pour la Ligue des Champions et ça n'a pas été le cas ce soir. Alors Lyon, dernier match, reçoit Lens, mais Lyon n'a plus son destin entre les mains, alors que Lille reçoit Auxerre. Parce que voilà, on va démarrer par ça, parce que c'est le petit basculement du soir qui pourrait être donc décisif pour Lille. Lille n'a plus qu'à battre Auxerre, qui ne joue pas rien, attention, hein. Parce qu'Auxerre, ils peuvent se retrouver barragistes, donc ils ne joueront pas contre une équipe démobilisée, les Lillois. Ok, d'accord, mais encore une fois, si tu termines ta saison à domicile avec qualif Ligue des Champions direct, et tu reçois Auxerre et tu as peur d'une équipe qui joue le maintien, que ça puisse te préoccuper, que tu puisses dire faisons attention, mais en fait, il n'y a même pas besoin normalement de dire fais attention, tu n'as pas besoin de mettre un warning. C'est la Ligue des Champions qui est au bout, avec tout ce que ça peut représenter. Tu reçois Auxerre, tu crois qu'ils préféreraient jouer quoi ? Ok, peut-être une équipe du ventre mou, certainement, mais je pense qu'ils préfèrent ça plutôt qu'un match, j'en sais rien, moi, contre Rennes ou une équipe pareille à domicile. Là, t'as ton destin en main. Ce qu'a fait Lille ce soir, ça leur permet ça. Et c'est pour ça qu'à l'inverse, nous, on a suivi le multiplex. Donc, il y a peut-être des gens qui ont regardé spécifiquement tous les matchs et qui ont plus de développement sur ce qui s'y est passé. Le match de Toulouse, pour ce on en a vu, on entre dans la catégorie répétée 1000 fois cette année du je comprends pas, quoi. Comment, après le redressement formidable des dernières semaines, la victoire de la semaine dernière, comment, après même un mauvais début de match, l'égalisation de Tolisso, où tu te dis, bon allez, oublions ce qu'on vient de faire là et tout, maintenant, au minimum, on garde le match nul, parce que ça t'aurait permis quand même de garder un petit... Non, tu vas perdre contre Toulouse qui ne joue plus rien. Ça, je sais pas, Sam, si tu vas avoir une explication à ce qui peut se passer dans un match comme ça. Ouais, non. Après, je regarde les stats du match, possession, les occasions identiques de chaque côté.
Je sais pas, ça me surprend que Lyon puisse passer à côté sur un soir sûr. comme ça. Après, les explications, je ne sais pas si forcément il y en a. C'est assez compliqué, comme tu le disais, sur une équipe qui, pour moi, tu regardes la semaine passée, sur les semaines dernières, ce qu'ils ont réussi à faire. Tu arrives sur ton avant-dernier match qui peut, on va dire, te permettre de te qualifier pour la Ligue des Champions, en tout cas de garder, on va dire, une distance assez importante, mais ça n'a pas été le cas. Mais au final, pour moi encore, ils ont la possibilité parce que ils peuvent bien évidemment, pour moi, sur un match face à Lens, qui va être. Oui, mais il faut que tu espères un faux pas de Lille. Bah oui. Oui. Comment il va arriver enfin, tu vois, je veux bien, il peut tout se passer dans notre Ligue 1. Mais Il peut tout se passer, mais je pense que même en finissant 4e, l'Olympique Lyonnais peut aller en Ligue des Champions. Donc c'est bien ça, mais tu te rends compte la différence? Ah oui. Alors après, je n'ai pas trouvé la confirmation 100% que si Paris gagne la Ligue des Champions, ça libère la 4e place. Il me semble l'avoir vu. Tu veux dire qu'il n'y aurait pas de barrage? 100%. Alors, ça n'est pas arrivé l'année dernière, puisque Nice a joué le barrage contre Benfica. J'aimerais bien avoir la confirmation. On va vérifier, mais moi, je n'ai pas vu ça, moi. Hein. Parce que. Tu l'as vu, toi? Écoute, moi, il me semble avoir vu passer ça, mais. Ça, ce serait une énorme info, parce que ça change tout pour. J'ai quand même du mal à y croire. Alors, regardez quand même un cran en dessous, parce que Rennes n'est qu'à 1 point de Lyon, les gars. Hein. Rennes joue à Marseille. Bon, les Rennais, ils peuvent aussi Lyon se dire. Qui et nous, finirait par ne pas battre Lens avec Rennes qui va gagner au Vélodrome. Moi, ce sera un dernier rebondissement dans cette Ligue 1, évidemment. Ouais. Non, mais ça, on peut l'envisager. Ce que tu dis là est parfaitement envisageable. Beaucoup plus pour moi qu'Auxerre qui va gagner à Lille. Lille, sur le dernier match à la maison, tu verrouilles le truc, tu joues Auxerre, tu vas pas en Ligue des Champions. Alors là, je veux bien que la Ligue 1, j'ai dit la semaine dernière, le lundi, c'est la Ligue 1 la plus folle en termes de choses inattendues. Bah alors là, si on a ça sur la dernière journée, alors. Carnaval, messieurs, dames. Carnaval, sortez les cotillons, tout ce que vous voulez. Mais tout est possible, même si je pense que Lille, quand même, en gagnant ce soir-là, ils savaient que c'était pour moi le match le plus important parce que tu finis à domicile. Mais c'est vrai que la grosse déception, c'est Lyon ce soir qui va devoir, pour moi, faire l'un des plus grands matchs de la saison pour remporter, on va dire, ce match et se qualifier. Ou en tout cas rester à cette 4e place. Tiens, allons voir ce qu'a fait Lyon avec Yanis qui est supporter de l'OL. Salut Yanis. Oui, bonsoir. Yanis, t'as regardé le match de l'OL ou t'as regardé le multiplex? Je l'ai regardé dans un bar, tranquillement, le match tout seul. Ah, t'as regardé le match de Lyon tout seul? Alors tu vas pouvoir peut-être nous dire des choses qu'on n'a pas vues, nous. Je vais dire à peu près les mêmes choses que je vois sur cette saison, c'est-à-dire qu'on a l'impression de voir une équipe de Lyon qui est, capable, comme le match contre Rennes, d'être efficace, d'être mobilisé, d'être hargneuse sur les ballons, de montrer un petit peu de la force. Et là, à l'inverse, ce soir, j'ai vu de la passivité. J'ai vu un manque pas un manque d'investissement, parce que ça, les joueurs, je peux pas leur reprocher cette saison. Ils nous ont fait vibrer, ils ont fait beaucoup de choses, mais j'ai l'impression que Toulouse, en ayant moins le ballon, a réussi à être plus tranchant que nous. Nous, on est passé par énormément de centres, on est passé par énormément de... Sur WhatsApp, on me dit Yaremchuk aurait dû ressortir beaucoup plus tôt, transparent. De toute façon, Fonseca fait toujours ses changements de manière un peu tardive. Il est sorti à la 83e. Soulch est rentré, je crois qu'il remplace Mera, qui est peut-être le moins expérimenté dans l'équipe, on va dire, et celui qui est peut-être le moins titulaire, on va dire, sûr. Mais sinon, les joueurs qui ont été sur le terrain, je peux pas dire qu'ils ont pas fait ce qu'il fallait, mais la vérité, c'est que Toulouse a fait un match beaucoup plus efficace, beaucoup plus concret, en ayant moins le ballon encore une fois. Ils ont réussi à être, je trouve, plus tranchants. Nous, on s'est beaucoup contenté de centres, en effet, d'abuser là-dedans. Le nombre de centres que j'ai vus, mais qui allaient nulle part, qui servaient à rien. Alors moi, la seule explication, je ne sais pas si elle est valable, mais quand tu as à portée de main et que tout le monde se disait, bon, Lyon ce soir peut verrouiller la Ligue des Champions, est-ce que c'est quoi? C'est dans l'approche du match, c'est mental, c'est un trop-plein de pression mal géré pour que sur le terrain, tu ne retrouves pas le Lyon conquérant qu'on avait retrouvé sur les dernières semaines, et notamment dimanche dernier, dans le match fabuleux qu'ils ont fait. Comment tu peux... Enfin, moi je veux bien, Toulouse peut faire leur match de l'année, en étant libéré parce qu'ils ne jouent plus rien, mais Lyon est pas à la hauteur ce soir, quoi. Pour moi, c'est un vrai problème. Et ça peut venir que de l'aspect psychologique dans l'approche, en fait. Psychologique, je sais pas. Tu t'es un peu kéblo, peut-être tu t'es un peu kéblo parce que l'enjeu, parce que le match, on joue contre une équipe qui joue plus rien, on va le gagner, à force peut-être de l'avoir gagné avant, quoi.
Ouais, non, je sais pas. Parce que pour moi, si tu regardes par où est passé l'Olympique Lyonnais cette saison, pour moi, ils sont capables de gérer ce genre de match. Il n'y a pas forcément de pression. Même au moment, Sam, au moment où c'est la bascule, c'est pas là où tu peux te rebloquer en te disant putain, avec tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a subi, tout ce qui est passé, on gagne ce match et c'est le paradis. C'est pas là que ça peut te bloquer un peu? Peut-être, mais pour moi, peut-être que j'ai la mauvaise vision, mais je ne les vois pas du tout comme ça. Je pense même pas que c'est psychologique. C'est juste que pour moi, c'était pas forcément un non-match ou peut-être manque de réussite ou manque un peu de tout réellement, parce que pour ne pas gagner face à Toulouse, même si Toulouse a été efficace, il n'y a aucun souci, mais pour moi, ils n'ont aucune excuse pour perdre ce genre de match-là qui te qualifierait, on va dire, pour une Ligue des Champions. Pour moi, c'est pas acceptable. Yanis, tu veux rajouter quelque chose? Moi, j'aurais un petit point à donner. Déjà, c'est que Toulouse, c'est la seule équipe qui nous a battu 2 fois cette saison. Alors, ça peut paraître complètement anecdotique, mais je vois un peu les mêmes choses, c'est-à-dire que... Alors, le match aller était assez terrible. Hein. Je me souviens du match aller, c'était vraiment... c'est Lyon qui l'a donné. Hein. Voilà, et ce soir, c'était quand même, on va dire, c'était quand même mieux, c'était plus consistant. Mais encore une fois, c'est ce qui nous a tué dans ce match, c'est le manque de solutions concrètes. Encore une fois, abuser de centre, abuser de longs ballons. Je veux dire, dès la 60e ou la 70e, on n'était même pas encore à 11-10, que je voyais déjà tous les Lyonnais partir et faire un creux au milieu de terrain, mais énorme. Donc compter sur, en effet, des différences individuelles par Moreira ou par Hendrick. Et il y avait un manque de lien, vraiment un manque de création. Et c'est un problème un peu récurrent pour Lyon quand ils ne trouvent pas la solution. Je l'ai vu contre Vigo, je l'ai vu dans plein de matchs. C'est un axe de progression qu'il y aura à faire pour l'année prochaine, évidemment. Je ne peux pas leur reprocher. J'ai adoré cette équipe et ce qu'elle a proposé cette année parce que il fallait repartir, il fallait redémarrer, il fallait... Maintenant, voilà, c'est le dernier. Et le dernier match va être tellement fou parce que il va falloir faire un exploit. Alors qu'on peut finir en Ligue Europa si Rennes décide de faire un exploit et que nous Pierre Sage ne nous laisse pas gagner évidemment. Voilà, ça serait terrifiant. Ah oui, franchement, la dernière journée s'annonce assez folle justement de ce point de vue-là. Entre le Marseille-Rennes et le Lyon-Lens, ça fait des affiches incroyables quoi. J'en profite d'avoir Samuel au téléphone. Samuel, je te remercie pas pour la fracture de la rétine de ta reprise en pleine lucarne contre Tottenham, évidemment, il y a quelques années, mais merci pour tout ce que tu as fait. Bien, enfin, je dirais rien. T'as envie de rajouter qu'est-ce que t'as envie de rajouter? Non, je dois rien rajouter. Tu vois, un mec en tribune, il m'a dit que tu avais fermé les yeux. Ouais, c'est ça. Salut Yanis, petite stat de Najib, d'introducteur. Lyon mené 10 fois à l'extérieur cette année et hop, 10 défaites. Donc quand ils sont menés à l'extérieur... Mais le problème, c'est pas d'avoir été mené ce soir. Enfin, c'est même pas de cette stat. C'est que t'aurais même pas dû être mené. Ouais. Quoi. Moi, tu dois faire un match de patron. Ce soir, tu dois aller le gagner, ce match. Quoi. Et le pire, avec ça, on regardait le match. Quand Olysée a égalisé, il dit allez, c'est bon. Ouais, c'est bon, ils vont revenir. C'est bon. Tu vas pas... C'est bon, Toulouse, vous avez fait votre match. C'est bon, ok. Et il y a la fête des Indians. Machin, c'est le dernier match. Ok, très bien. Enfin, stop, quoi. Vous jouez rien. Nous, on a la Ligue des Champions ici, quoi. Là, je suis déçu du côté mental des Lyonnais ce soir. Bon, il est déjà 23h19. Il y a plein de choses à analyser ce soir. On va passer à Lille dans quelques instants. On aura Paul au 32-16. Après, ce sera Marseille. Et puis tous les autres, bien sûr, on est là jusqu'à minuit et demi dans l'after, sans oublier l'Espagne, puisque le Barça, là, d'ailleurs, ils ont récupéré carrément le trophée du titre ce soir face au Real. Là, c'est la bonne humiliation du Real à Barcelone. Jour de titre, en plus avec la semaine qu'ils ont passée. En termes d'un classico, je crois que c'est la première fois. En termes de claque à l'adversaire, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et comme on aime les hommes de terrain, on envoie Daniel à Marseille pour Marseille-Rennes. La semaine prochaine, absolument. Je sentais que ça allait être le gros match pour terminer. Anticipé, tu t'es dit... Je serai avec Flo Germain. Tu t'es dit, je serais mieux là-bas qu'à Brest-Angers. Et Jean-Louis sera où d'ailleurs? Jean-Louis sera là, il sera en studio comme ce soir. Oui, parce que comme c'est multiplex, il ne va pas sur zone. Exactement. D'accord. Je serai sur zone. Très bien. Bon courage. Il aurait fallu que Sam soit à Lyon. Lille a désormais... ça une soirée tous à distance. Lille a désormais donc son destin entre les mains. Il suffira de gagner contre Auxerre ou alors de faire au moins aussi bien que Lyon pour finir troisième. Paul est là au 32-16. Salut Paul. Salut Gilbert, salut Daniel, salut Sam. Et donc c'est quand même extraordinaire pour une équipe qui soi-disant avait lâché son coach il y a quelques mois. Comme quoi le football ça va vite. Hein. Ouais. Non mais très 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 heureux. Là on était sur une très bonne dynamique.
Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder un petit peu le match, mais c'était pas un grand match de football. Il y avait énormément de déchets. T'as regardé ce match-là ou t'as fait le multiplex? Non, j'étais tranquille dans mon salon, que sur le match du LOSC. Donc, Lille qui a raté pas mal d'occasions avant de marquer. Hein. Ouais, exactement. Moi, ils m'ont semblé, sur ce que j'ai vu, encore une fois, quand tu regardes les multiplex, je pense pas qu'on ait une vision complète des choses, mais ils m'ont semblé quand même plus concrets, plus souvent dangereux que Monaco. Ouais, pour le coup, oui, il y a eu beaucoup de déchets, mais je pense qu'en fait, Lille a commencé le match en disant on veut avoir notre destin entre les mains pour le dernier match, pour assurer au moins la 4e place. Et honnêtement, devant ce Monaco-là qui ne proposait strictement rien, je pense qu'au fur et à mesure du match, l'envie d'emporter, de prendre les 3 points est montée en puissance et on s'est fait de plus en plus pressant. Monaco, il va falloir qu'on en parle dans un instant, c'est quand même le beat de l'année. Ouais, très décevant, Monaco. Donc jusqu'à profiter d'une énième erreur d'un défenseur monégasque et de planter le but qui nous a fait les 3 points et qui, je pense, nous a offert définitivement la 3e place. Est-ce qu'on a déjà eu Lens et Lille en Ligue des Champions en même temps? Jamais, je crois. J'ai pas le souvenir. Ouais, j'ai pas le souvenir non plus, ouais. En tout cas, pas récemment. Ça se recherche. Lens et Lille en même temps en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe, oui. En Coupe d'Europe, oui, mais en Ligue des Champions, je pense pas. Bref, bon. Je veux dire, on peut avoir des soirées de feu dans le Nord. Ouais, dans le Nord. La saison prochaine. Je pense que le préfet du Nord-Pas-de-Calais, il va être serein. Au minimum, Lille fait le play-off de fin août déjà. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Non, c'est pas sûr. Non. Ah, tu vois, s'il faudrait qu'ils. Rennes et Lyon peuvent passer devant. Oui, il faudrait qu'ils perdent contre Auxerre. Oui, mais je n'y crois pas là maintenant. Je pense qu'il n'y a aucun univers dans lequel on finit pas 3e. Après, je veux pas porter la moi, je disais pareil avant le match contre le Rayo Vallecano de Strasbourg. Donc maintenant, oui, mais je l'aurais moins dit. Tu vois, tu l'aurais moins dit que Lille-Auxerre. Pardonne-moi. Bon. Ouais. Sur le match qui a été bon, je sais pas qui tu veux mettre en avant, parce que là, franchement, ce soir, les Lillois, c'est un peu la soirée lilloise en fait, en vérité. Ce soir, s'il y a une équipe, coup du soir, c'est le LOSC. Ouais, on fait le meilleur coup de la soirée, je pense. Non, celui que j'ai envie de mettre un petit peu en lumière, c'est Meunier, qui malgré son âge, honnêtement, qui jouait plus trop, première moitié de saison. Il boude de toute évidence plus. Non, qui jouait pas trop, je disais, en début de saison. Et qui boudait plus aussi. Ah, parce qu'il boudait, tu dis? Ah oui, apparemment, il avait des gros problèmes avec Olivier Létang. Donc, bon, écoute, de toute évidence, là, ça va mieux. Et non, il a encore fait un très gros match. Ouais, grosse activité, oui. Moi, par contre, celui que je peux plus voir, c'est Correa. Ouais, après, c'est vraiment. Enfin, je me demande si c'est un vrai joueur de foot. Bah après, c'est un vrai joueur de foot, mais je suis pas sûr réellement de son niveau, de ce qu'il est capable d'apporter. Parce que c'est vrai que sur les derniers matchs, même, on voit qu'il manque d'efficacité, il manque même sur la percussion, il n'est pas vraiment. Ouais, pour moi, il est un peu décevant, honnêtement, sur ce qu'il propose offensivement. Après, on fait avec, en tout cas, le coach, je pense, essayer de lui donner cette confiance-là. Mais si on est réaliste, on voit qu'il a pas mal de lacunes. Il n'aide pas forcément cette équipe de Lille. Habib Beye en conférence de presse. Paul, désolé, on te coupe quelques instants, mais on va tout de suite au Havre, où Habib Beye s'exprime. C'est pas être surpris, mais c'est une satisfaction de les avoir vus batailler ensemble, combattre ensemble, parce que après la semaine, tu m'étonnes. Voilà, Habib Beye, on rejoint la conférence de presse en cours. C'est sûr que c'est une sacrée réaction des Marseillais, vu les semaines qui passent. On va détailler ça dans quelques minutes. Oui, parce que ce que j'ai dit, c'est que peut-être que les objectifs qu'on avait définis au départ ne sont pas atteignables aujourd'hui. Par contre, il y a une réalité, c'est qu'on veut finir quand même sur quelque chose de positif. Parce que dans la construction d'un club, il est important de bien finir, pour beaucoup de raisons. Et il est important aussi à domicile d'offrir à nos supporters qui ont vécu une saison très difficile un match qui compte et un match où on aura un état d'esprit de conquérant pour aller chercher une place en Coupe d'Europe. Et s'offrir une finale sur un dernier match de Ligue 1, c'est toujours une bonne chose parce qu'on aurait pu être hors course et n'avoir rien à jouer. Et là, ça aurait été encore plus difficile. Donc, ça va nous donner de la motivation dans la préparation de ce match. Rien n'est acquis parce que c'est une belle équipe en face. Mais tout est jouable. Donc, on doit se préparer pour ça et essayer de vivre une très, très belle soirée. Fabrice ? Voilà. Encore une question peut-être ? Allez. Ouais, il parle de la finale pour la 5e place la semaine prochaine, Marseille-Rennes en l'occurrence. Si Habib Beye prend sa revanche sur Rennes, les battants dimanche, il peut y avoir des belles histoires sur la dernière journée quand même. Il peut y avoir des histoires un peu dingo. Comme on l'a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que je vous l'ai dit, c'est ce qui nous a surpris sur les dernières prestations, c'est que
les prestations n'étaient pas à l'image de l'engagement qu'il pouvait y avoir à l'entraînement. Cette semaine, on a eu un engagement de la part des joueurs qui a été remarquable. Y compris dans les chambres. J'ai entendu ici ou là qu'il y avait eu des comportements déviants et que le coach aura arrêté l'entraînement à cause de certains joueurs. Je pense que vous avez vu ce soir qu'il n'y a aucun problème entre mes joueurs et moi. Et pour ce qui est de l'absence de certains joueurs, il faudra poser la question et il ne faut pas me la poser à moi. C'est aujourd'hui une réalité. Je préfère parler des joueurs qui sont là et encore une fois, je valorise la totalité de mon effectif, mais je veux surtout donner et mettre en avant ce que mes garçons ont fait ce soir et ce que les joueurs ont fait ce soir. Voilà pour Habib Beye, on reparlera de Marseille dans quelques instants. On était sur Lille avec Paul. Petite histoire de dernière journée, donc tu as Sage qui revient à Lyon avec un résultat qui peut être décisif. Tu as Habib Beye qui peut en gros empêcher son ancien club avec qui il n'est pas parti en bon terme sur une finale. Ouais, il peut y avoir 2-3 histoires sympas. Il y a PFC et PSG aussi, je ne sais pas si tu vois là, il n'y a plus rien. Là, il n'y a rien du tout. Le PFC a éliminé le PSG en coupe. Là, oui, mais là, en l'occurrence, non, il aurait fallu le monde où Paris perdait ce soir, Lens battait Paris mercredi et le PFC empêchait. Non, mais là, c'est un monde très compliqué, celui-là. Non, il peut y avoir un monde où le PSG, bon, ils ont une différence de but de plus 44, Lens plus 29. Ne cherche pas, Gilbert, tu vas pas m'en sortir. Il peut y avoir un monde où Lens bat le PSG, où le PSG perd sa dernière et Lens finit au même nombre de points que Paris. Mais alors, c'est quoi Paris serait champion, la différence de but. Ah, mais ça. Ah oui, super. D'habitude, le PSG sont champions avec 25 points d'avance. Okay. Belle histoire, hein, ça franchement, là, c'est top. C'est une sacrée histoire. Merci les gars, j'apprécie votre soutien. Paul, toujours là, supporter lillois. Ouais. Paul, qu'est-ce qu'on n'a pas dit qu'on a oublié? J'aimerais juste mettre un petit coup de lumière sur Ngoy et Mendy qui ont encore fait un énorme match de patron. Je pense que Sam a dû apprécier s'il a pu regarder un petit peu. Et surtout, au-delà de leur qualité, qui ont quand même qui ont sonné la révolte ce soir pour dire les mecs, il y a quand même 3 points à aller chercher. Et on a vu à plusieurs reprises Ngoy et Mendy remonter le terrain quasiment à eux tout seuls pour presser les attaquants. Et vraiment, c'est gros coup de chapeau à ces deux-là parce qu'ils sont vraiment énormes. Ouais, et pas que ce soir, mais c'est vrai qu'on a trouvé une belle charnière centrale avec Ngoy et Aïssa, et je trouve que il y a beaucoup d'expérience avec Aïssa et Ngoy avec sa jeunesse et son tempérament aussi, qui là, je trouve que ça va bien, ça marche bien, et ils arrivent à emmener tout un groupe aussi par rapport à ce qu'ils font. Donc je suis vraiment content. C'est vrai qu'il y avait ce problème-là peut-être au début du championnat où on savait pas trop qui mettre. Il y avait aussi Mbemba qui était là, donc il y avait pas mal de concurrence. Mais quand on a trouvé, en tout cas quand Lille a trouvé sa charnière centrale, j'ai trouvé que l'équipe allait beaucoup mieux. Et encore ce soir, grâce à eux, je trouve que ils emmènent cette équipe vers la victoire, et en tout cas sans encaisser de but. Merci Paul. Bonne soirée les mecs. Salut, dans un instant l'OM avec Habib Beye là, qui apparemment s'énerve après les médias et qui dit de toute façon c'est moi qui suis visé dans toutes les critiques. Donc apparemment, pour résumer, il a dit ça. On pourra peut-être le entendre un peu plus tard, on va en parler dans quelques secondes. Daniel, confirmation à la 4e place, il y a un barrage. Hein. D'accord. Donc le fameux play-off qui sourit au club français. Oui, j'ai oublié le pas dans la phrase, pardon. Qui ne sourit quasi jamais au club français. Oui, après, c'est sûr, si tu t'y prends comme Nice l'année dernière, oui, puis en plus il joue au Benfica. Quand même, Après, oui, il faut avoir un peu de chance au tirage. Mais si tu t'y prends comme l'OM, t'es à peu près sûr de jouer quand même un club. C'était quand l'OM Panathinaikos? C'était l'année d'avant? Oui, c'était en conférence, c'était même pas en Ligue des Champions. Mais si, bien sûr que si. Non, OM Panathinaikos. Mais c'est un barrage de Ligue des Champions. Ah oui, pardon. Ligue des Champions. Il y a Lille qui a réussi. Voilà. Mais sinon, Marseille, c'était compliqué. Je crois que sur les 5 dernières années, on avait regardé là. Enfin bref, je crois que c'est passé qu'une seule fois pour les clubs français. Ouais. Alors, tu parlais d'Éric Roy, on en reparlera tout à l'heure de Brest. Éric Roy reste à Brest. Ça, c'est une info. Écoute. Parce qu'il y avait une incertitude sur son. Alors, non. Il avait dit si c'est pour continuer à bricoler avec des bouts de ficelle. Sache quand même que, honnêtement, j'aurais mis beaucoup sur Lorenzi à Nice parce qu'on était au-delà de l'accord verbal. C'est comme on dit toujours. Lorenzi qui quitte Brest, le directeur sportif. Quand les gens nous disent. Et qui va peut-être être rerouté vers Marseille. Parfois, tu t'es planté, machin. Attention. Des fois, tu peux avoir parlé directement à la personne. Elle peut t'avoir dit je reste ou je pars et je vais là. Et le lendemain, en un coup de fil, Lorenzi, j'aurais mis ma main au feu. Pour moi, il avait déjà signé. Le contrat était prêt. S'il y a sur le chemin
un coup de fil, parce que là maintenant, visiblement, Marseille le veut absolument et ça a l'air d'être bouclé pour Marseille, c'est autre chose. Mais t'es directeur sportif, tu as le choix entre Nice et Marseille. Tu réfléchis quand même, vu la saison marseillaise, quand tu vois ce qu'a traversé Benatia, par exemple. En fait, le problème, c'est que tu peux pas dire comme ça. Là, nous, ici, autour de la table, tu réfléchis. Et Nice, quel moyen Voilà, c'est Ineos, ça. tu sais pas. C'est qu'avant de décider, nous, on n'a pas le projet de Nice. Est-ce qu'ils vont remettre du blé ou pas? J'ai l'impression que non. Oui, a priori, même si c'est bouillant. Déjà, pardon, mais là, Nice, tu sais même pas s'ils seront en Ligue 1. Je vais à Marseille, mais bon. Mais Nice, moi, pour le coup, j'aurais fait le duo. Tant qu'à faire, j'aurais pris et Lorenzi et Eric Roy. Eric Roy, parce que c'est chez lui, c'est un Niçois, il rentre à la maison. Oui, Lorenzi, parce qu'il a bien travaillé. Moi, je fais ça si je suis. En fait, la tendance, c'est que Puel reste. Moi, je te dis ce que j'aurais fait si j'étais dirigeant niçois. Moi, je prenais le duo. Je faisais Lorenzi, directeur sportif, et je récupérais l'enfant de la maison, quoi. On en reparlera tout à l'heure de Nice. Là, on est sur Marseille et on a Gad avec nous au 32-16. Salut Gad. Salut, vous m'entendez bien? Ça va et toi? Ouais, on t'entend bien. Ça va. Bonsoir tout le monde. T'as regardé Marseille ou t'as regardé multiplex? Je vais dire mieux, j'ai fait 2h30 de route pour aller au Havre sous un déluge total pour regarder Marseille. Alors franchement, le stade était très sympa, les supporters aussi. Au niveau du foot, je sais pas ce que j'ai vu ce soir, je sais pas si c'était un match de foot ou autre chose. J'ai absolument rien vu offensivement, je vais pas faire le rabat-joie, on a gagné, mais bon, le niveau du match était pitoyable. Offensivement, je ne sais même pas si on a eu une action ou si j'ai vibré sur une action. C'était tu veux dire que ça va être compliqué de battre Rennes? Je sais pas, à domicile, peut-être que Bale il aura la rage, peut-être que les joueurs ils vont essayer de se battre pour lui, mais moi j'y crois pas une seconde, parce que même s'il dit que tout le monde il a pas de problème avec les joueurs, je pense que les joueurs attendent qu'une seule chose, c'est qu'ils partent et de partir aussi selon certains joueurs. Donc on va voir pour la 5e place. Après la finalité, c'est quand même que même si on s'y attendait un peu, on va faire une année sans Ligue des Champions finalement. Donc un projet qui va encore repartir de zéro, on va encore tout recommencer avec Benatia qui va partir. Enfin bon, voilà, ce club part un peu dans tous les sens tous les ans et bon, ça continue sans changement. Quand il y a un projet, ça change à chaque fois. En tout cas, au niveau du match, c'était, on va pas se mentir, très beau stade du Havre d'ailleurs, mais alors le reste, un niveau vraiment très faible. Le Havre n'a pas proposé grand-chose non plus, on n'a pas vraiment vibré des deux côtés. Et franchement, il n'y a pas eu un joueur qui s'est vraiment démarqué des autres. Un pénalty venu d'ailleurs et un pénalty raté de Bouffal aussi. C'est un arrêt, ceux qui aiment bien les signes et qui croient à ces trucs-là vont dire bon, voilà, c'est la fin de saison de l'OM, ça va enfin sourire tellement on a été noir. Bon, ok. On peut peut-être voir ça, parce que Bouffal qui rate le péno comme ça, Rouli qui fait un méga arrêt derrière. D'ailleurs. Un arrêt énorme derrière, mais alors je pense que s'ils égalisent, on reste à un partout et on ferme le rideau. Je pense que c'est bouclé. Une autre raison de marquer, surtout quand on voit les changements à la fin. Alors j'ai rien contre les jeunes, mais quand on voit qui rentre, les Lago, l'attaquant aussi, Kamisoko, enfin que des jeunes qui ont absolument. Après tant mieux qu'ils rentrent, de les voir jouer, mais bon, je pense pas que ce soit des futurs. C'est sûr que Rennes, ça m'a l'air quand même beaucoup plus au point. Je pense que contre Rennes, ça va être un peu plus au vu, je ne parle pas globalement, je dis juste au vu de l'état de forme actuel, que Marseille batte Rennes sur le dernier match, ce serait une énorme performance. J'imagine. Je parle vraiment dans le contexte actuel, évidemment. Quand tu regardes la dynamique des moyens des deux équipes et tout. Tu regardes la dynamique de Rennes et après tu regardes celle de Marseille, ça n'a rien à voir. Mais je pense que sur un match, et sachant qu'ils jouent au Vélodrome, après ça peut se passer aussi de cette manière où ils se disent on est obligé de montrer un autre visage aussi aux supporters. Mais moi j'ai du mal à y croire ça, mais c'est que mon avis. Mais je pense qu'ils sont vraiment sur une dynamique très négative et jouer face à Rennes qui est très bien en ce moment, ça va être compliqué. Et Tolisso qui parle. Sur Ligue 1+, on pourra peut-être le réentendre. Alors tiens, Gad, on va réécouter Habib Beye, parce que c'est le petit morceau de conférence de presse dont je vous parlais là pendant la pub. Donc on va le découvrir ensemble, mais vraisemblablement coup de gueule d'Habib Beye, on écoute. Et après, moi, ce qui me dérange, c'est pas ce qui est dit, c'est les mensonges vis-à-vis de moi et de ma personne. Parce qu'on va être très clair maintenant. C'est pas une question de savoir si c'est l'Olympique de Marseille ou il y a toujours ces problèmes-là à l'Olympique de Marseille. Je vais être factuel. C'est qu'aujourd'hui, c'est des mensonges qui sont aujourd'hui mis sur la place publique vis-à-vis d'Habib Beye. C'est pas l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Je vais vous dire, quand je le lis, il n'y a pas
marqué Habib Beye, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il y a marqué Habib Beye, il y a eu un problème avec Mason Greenwood. Quand je regarde sur tous les autres coachs de Ligue 1, il y a marqué Bruno Genesio, l'entraîneur de Lille. Il y a marqué Francaise, l'entraîneur de Rennes. Moi, il y a marqué Habib Beye, il y a eu un problème avec Mason Greenwood. La problématique que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes rentrés dans une course à l'info, à la mauvaise info et au mensonge qui n'est plus du tout vérifiée. Et je parlais il y a quelques semaines de déontologie journalistique. Et c'est là où je dis que c'est un problème. Il faut vérifier les informations. J'ai jamais arrêté l'entraînement par rapport à Mason Greenwood. Et j'aimerais que tout ce qui soit dit sur moi, vis-à-vis de mes joueurs, mon groupe, soit des informations qui soient vraies. Si elles le sont, je vous le dirai. Bon. Il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Et ce qui s'est passé sur cette fin de saison était absolument dégueulasse à Marseille. Et certains journalistes, le matin, feraient bien de se regarder dans une glace parce qu'ils ont beaucoup raconté de conneries. Je ne sais pas dans quel but. Je pense qu'aujourd'hui, je l'ai souvent dit, les réseaux sociaux dictent des conduites et qu'il y avait une mode, il y avait une tendance, une hype, une traîne, choisissez le terme que vous voulez, pour démonter Habib Beye depuis 2 mois. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire tout ce qu'il a fait est formidable, il a super bien entraîné l'OM depuis qu'il est là, il n'a pas fait d'erreur. C'est pas ça que je suis en train de dire. Il y a eu des mensonges, il y a eu des histoires inventées. Et on a voulu on a voulu lui faire du mal. Et les réseaux sociaux l'ont fait, pour les motifs qu'on a évoqués plein de fois. Et certains journalistes suivent les réseaux sociaux et se disent ce sera bien, ça évitera qu'on se fasse insulter sur les réseaux, si on suit cette hype-là. Et ça, il y a de plus en plus dans notre métier, des jeunes journalistes, jeunes ou même moins jeunes, qui ont peur de ce qui va être dit sur les réseaux et qui préfèrent être dans le bon train. Ouais, et ça, c'est gravissime. Mais notre métier est en train de crever à cause de ça. C'est bien que tu le dises, mais je pense que Habib Beye, il a vraiment subi là dernièrement, mais ça se passe, en tout cas, ça fait des années maintenant que ça se passe comme ça et que les journalistes, moi, j'ai du mal à comprendre un peu leur métier à l'heure actuelle. C'est que des informations qui sortent ne sont pas forcément les vraies. Donc avant de les sortir, il faut vérifier si l'information est bonne. Et on peut détruire un entraîneur, mais là, quand tu entends Habib, c'est vraiment l'homme qui est touché. Et je trouve que c'est des choses qui ne se font pas. Mais à l'heure actuelle, avec les réseaux, c'est beaucoup plus facile de le faire. Et je pense que les journalistes, honnêtement, se trompent en faisant ça. Ils pensent qu'ils font du bon boulot, mais ils sont en train de tuer ce métier. Bon, Habib Beye, peut-être qu'il paye aussi sa période consultant. Il n'a pas à payer. Non, mais ça, c'est ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Bien sûr qu'il n'a pas à payer. Mais n'empêche que l'image qu'il a aujourd'hui dans le milieu, écoute, c'est très bien que les gens se disent ça. On peut le dire ici, même si on n'est pas d'accord. Mais on n'en a rien à foutre de ce que les gens disent. Ça, c'est un truc de réseau. Moi, je te parle des journalistes. Moi, je te parle des journalistes. Il y a 2 quotidiens. Fin de saison, je pense que je vais régler 2-3 comptes. On va attendre. Ils n'ont pas à relayer ça, ils n'ont pas à se mettre dans ce mouvement-là. Que sur les réseaux, on répète 150 fois Riolo est un con, j'en ai rien à foutre, je les emmerde tous. Qui disent Habib Beye est un con, qui disent Riolo défend Beye, ou Riolo fait ça. De toute façon, tout ça c'est du vent, ils racontent n'importe quoi, ils isolent des phrases, ils prennent un truc, t'as dit ça sur Luis Enrique en découpant, machin. Ça, on n'en a rien à cirer de ça. Les mecs, ils font leur vie sur les réseaux. Mais que ça dicte une conduite chez certains journalistes qui ont peur ensuite. Parce que, très honnêtement, aujourd'hui, vraiment, les réseaux sont tellement forts, il faut être solide. Vraiment, il faut être solide pour supporter les vagues. Même, je le dis même pour moi. Hein. Moi, maintenant, ça va, je suis vieux. Mais franchement, il y a certaines vagues, pour les prendre, il vaut mieux avoir une sacrée bouteille, une sacrée expérience. Et donc, je pense qu'il y en a qui ont peur de ça, qui ont peur d'être dans le mauvais train et de prendre la déflagration. Enfin, il va falloir quand même qu'on analyse également tout ce qui s'est passé dans cette fin de saison. Il y a un très bon article que je vous ai envoyé là, sur ce qui s'est passé autour de Mbappé notamment. Il faudra qu'on décortique également tout ça. C'est hallucinant. On a pris un virage là sur les réseaux. Et il a pris de plein fouet ça dans la gueule. Et encore une fois, quand je dis ça, les gens ne noteront pas la nuance. Quand je dis, mais ça ne veut pas dire que je dis ce qu'il a fait à l'OM, c'est formidable, qu'il a fait les bons choix, les bonnes compos, qu'il ne s'est pas trompé. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. On ne parle pas de la même chose, mais on n'arrive plus à compartimenter, on n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus à nuancer. C'est plus possible. Surtout, il faut faire la différence entre Habib Beye consultant, Habib Beye entraîneur. Et en fait, tout le monde met tout dans le même sac. C'est différent. Non. Bon, Gad, toujours avec toi. Est-ce qu'il y a un joueur que tu sauves quand même sur le match de ce soir, là, un mec qui a été bon, tiens, est-ce que Greenwood a été bon justement? Greenwood, franchement, il a été très bon. Enfin, il a essayé de faire quelque chose, mais franchement, il n'y a pas eu de joueurs qui ont essayé de combiner vraiment avec lui. C'était un peu en dessous.
peut-être un joueur que je sors du lot, peut-être qu'on va me tomber dessus un peu, mais peut-être Balerdi que j'ai pas trouvé mauvais sur les défenses. Il a été assez malin sur les attaques. Il a eu beaucoup de fois l'attaquant du Havre qui s'est beaucoup fait avoir par ses fautes. Et Pachao. Pachao, franchement, je vais pas mentir, hein, je l'ai trouvé un peu invisible. Après, il s'est un peu découvert quand tout le monde est sorti et que c'était lui le seul vrai offensif. Il a mis un but hors jeu. Alors, je sais pas, j'ai pas regardé les images. S'il était bien hors jeu à la fin, il met un but à la 95e. Oui, il est bien hors jeu. Oui, il est. Je sais pas s'il est de loin ou pas. J'ai pas vraiment regardé les images. Sur le direct, j'avais pas l'impression, mais je vais pas vous mentir, quand il y a eu hors jeu et qu'il y a eu le dernier coup franc, je me suis dit bon, on va le prendre. Apparemment, bon match d'Emerson. Ouais, tu confirmes? Ouais, il a été solide. Pavard un peu dans le dur. Et Gouiri est enfin revenu. Lui, vraiment, je ne m'explique pas les saisons de Damien Gouiri. C'est toujours pareil. C'est quelques bons matchs par-ci par-là, et à l'arrivée, une saison. Il y a rien. Sa blessure aussi en milieu de saison qu'il a un peu. Mais je sais, mais il est tout le temps blessé. Ouais, mais bon, ça, il y a des choses. Mais Sam, tu sais, tu connais mieux que moi le sport de haut niveau. Le physique, c'est une composante. Ah oui, bien évidemment. C'est une composante. Si tu es tout le temps blessé, oui, mais ça veut dire qu'on peut pas tout le temps. Ça veut dire qu'on peut pas compter sur toi, en fait. C'est un souci. Alors que c'est un très bon joueur. Hein. C'est un très bon joueur. S'il est là tout le temps, évidemment que c'est un bon joueur. Gad, t'as tout dit? Ouais, bah, juste, il y a Rouli aussi, quand même, il sort une parade qui est importante. Oui, on l'a dit ça, ouais. Il n'a pas eu grand-chose à faire sinon. Mais ouais, sinon, bah, heureusement qu'il a été là, mais après, il n'y a pas eu grand monde qui s'est vraiment, Timber, il est quand même, vu du stade, en tout cas, il est quand même assez impressionnant, il perd pas beaucoup de ballons, c'est la pièce maîtresse, en fait. C'est pas vraiment un milieu offensif, hein. Il joue un peu comme un 8, comme un 10, mais c'est pas du tout un 10. Et il est quand même assez impressionnant vu du stade. Il perd pas de ballon, il est solide, technique. Franchement, Timber, excellent joueur. J'espère qu'il va rester l'année prochaine, même ça m'étonnerait. Mais bon, voilà. Pense pas à l'année prochaine, vieux. Pense déjà à Marseille, pense à dimanche prochain. Salut Gad, rentre bien, hein, du coup. Salut Gad. Bon, puis Aubameyang, on ne sait pas s'il sera là la semaine prochaine, du coup. D'ailleurs, on ne sait pas s'il va y avoir recommanderie cette semaine. Ah, ça aussi, là, ce serait. Là, ils ont gagné, donc a priori, il n'y a pas de raison. Ou alors, on va dire, mais regardez, ça a marché. Qui les laisse souffler un peu. Je pense qu'ils ont besoin de souffler un peu. C'est pas facile. Ça, t'as compris, toi, Sam, l'exaspération des joueurs de la concentration obligatoire. La première exaspération, c'est celle du directeur sportif. Après, il y a eu celle des joueurs d'être enfermés. Oui, quand on revient à un joueur, en l'occurrence Aubameyang, qui va vider un extincteur dans la piole du pion, pour schématiser, mais du gars qui était là pour les surveiller. Ce qui se passe, ils ont demandé un peu de vie, non? Ils avaient besoin que le groupe vive bien. Et pour moi, ça, c'est des moments, ok, c'est pas à faire. Mais après, sanctionner comme ça, même, c'est des choses pour moi qui devraient même rester, je dirais pas dans un vestiaire, mais dans l'équipe. C'est des choses qui ne devront même pas sortir à la presse. C'est des moments de rigolade. Et je pense que ça, moi, je l'ai vécu même en équipe de France. Ça s'est produit même. On a tellement rigolé. L'extincteur de Rami. On sait très bien. Il y a un truc entre les footballeurs et les extincteurs. Hein. Je sais pas. J'ai envie de te dire, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais au final, c'est des moments comme ça pour moi qui sont pas simples, de rester autant de temps dans un endroit, que ce soit dans un hôtel. Et je peux comprendre qu'au bout d'un moment, waouh, tu te dis, ouais, j'en peux plus. Donc je pense que là, ils ont gagné très bien. La cocotte a explosé. Ouais, la cocotte a explosé. Ils ont besoin un peu de liberté et ça leur ira très 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 bien. WhatsApp de Paul, supporter de Monaco. Il nous dit, on parle beaucoup de Marseille, de Lens, de Paris, mais il faut absolument parler de Monaco. Échec catastrophique. Humiliation en Ligue des Champions, rappelez-vous du 6-1 à Madrid. Changement d'entraîneur foireux, nous dit Paul. Au mauvais moment, à Thiago Scuro, qui est néant. Un staff de performance pas au niveau. Des joueurs pro pas au niveau. Et bon, pour Paul, il n'y a rien qui va à Monaco. Ouais, quand tu regardes là la fin de saison, moi je suis habitué à voir Monaco normalement faire des super fins de saison. C'est une équipe que tu vois dans les 4 premiers, mais au final, ils arrivent à se qualifier, ils finissent 2e, 3e, et c'est une équipe qui me plaît. Mais là, sur les dernières semaines, c'est catastrophique, 0. C'est une équipe qui me plaît pas, même ce qu'ils font sur le terrain, offensivement, défensivement. Ça manque de pep, ça manque d'engagement, ça manque de tellement de choses, et que là, maintenant, ils vont finir la saison sans rien. Bon, Monaco entre. Ils peuvent quand même jouer la Conference League si Lens gagne la également la Coupe de France. la catégorie des on comprend pas. Cette année, si tu analyses leurs séries, elles sont incompréhensibles entre les moments où ça a bien marché et où ça a été cata, et leurs bonnes séries. Mais le problème, c'est qu'après, les autres aussi en ont fait des bonnes séries. Donc c'était bonne série contre bonne série, mais à un moment, il faut bien finir.
quand je vois, mais après, c'est toujours pareil, les commentaires sur les équipes, selon qui tu es, on t'analyse d'une certaine façon. L'OM a certainement fait une saison terrible, qu'ils peuvent peut-être sauver limite la semaine prochaine, au moins en ayant l'Europa League, mais ce sera vraiment une petite consolation. Mais Monaco, quand on parle de budget, c'est 2e ou 3e budget quand même de France. Le travail, il est terrible là. S'ils ne sont même pas en Conference League, l'échec, il est fou en fait. Ils sont nuls au niveau institutionnel parce qu'ils n'existent pas dans le concert du football français. Alors soi-disant président, là, comment il s'appelle, Sartori, là, à part cirer les pompes de Nasser, il fait rien. Ils n'existent pas. Thiago Scuro, il aura beau retourner dans tous les sens à chaque fois les analyses. Quand ça marche, il sort du bois pour dire mais regardez, on a fait ci, machin. Finalement, tout n'était pas si noir. Pocognoli, là pareil, on a changé d'avis 40 fois sur lui cette saison. À l'arrivée, il va y avoir un bilan. Ce sera net, clair. On est 8e. Enfin, 8e pour Monaco, c'est pas possible en fait. Non, c'est pas possible. Et avec un marché qui s'annonce très animé. Avec Louche, départ. Balogun, probablement départ aussi. Enfin, ils vont faire quoi? Ils vont continuer avec Golovin qui fait un match sur 10. Enfin, combien il fait Golovin? 4 bons matchs dans l'année, il fait Golovin. Bon, ils vont faire quoi en fait? Zakaria, ils vont réussir à le garder ou à un moment ou un autre, il va partir l'année dernière. Camara, sur le départ aussi, ça a été sans doute un des meilleurs de l'année. Ah, évidemment, ça a été un des meilleurs cette année. Oui, là, je pense que l'Angleterre l'attend. Monaco, c'est dur quand même. Très, très dur. Et Pocognoli, est-ce qu'on continue avec lui? C'est vrai qu'il est compliqué de savoir où va aller Monaco. On va attendre la bonne parole de Thiago Scuro. Monaco qui joue à Strasbourg prochain match. Bon, Strasbourg du coup qui ne joue plus rien puisqu'ils n'ont pas gagné à Angers ce soir. Donc bon. Je pense que Monaco ils peuvent aller gagner. Il y a quand même un truc, c'est que si Monaco gagne et que Marseille perd, ils ont encore un enjeu là. Monaco ils peuvent terminer 6e. Ils sont qu'à 2 points de l'OM. Ouais. Et l'OM peut encore tout perdre en fait, enfin tout perdre. Ah oui, bien sûr. Oui. Donc il reste quand même malgré tout, si on est supporter de Monaco, ce petit espoir là, en quelque sorte. Voilà pour l'ASM. Au 32-16, nous n'avons pas de supporter monégasque qui a appelé. On peut donc passer au dossier suivant, dossier PSG quand même. Les gars, ils ont eu du mal à gagner. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait avec des joueurs qui ont été mis au repos, des joueurs qui étaient aussi sur le banc. Il a fait tourner et ça fait du bien à ce collectif. Et on savait très bien que cette équipe de Paris, en tout cas, allait remporter ce match ce soir et valider son titre, même si à 99% encore, il leur reste ce petit pourcent pour que ça soit officiel. Mais cette équipe de Paris, on le savait depuis un moment que le championnat était pour eux. Ils ont fait le travail jusqu'au bout et je pense que le club est concentré sur un autre objectif. Qui est la Ligue des Champions. Clairement qui est la Ligue des Champions et je peux le comprendre. C'est cet objectif-là, 2 années consécutives d'aller remporter une Ligue des Champions, je pense que ça se passe pas tout le temps. Donc c'est normal que les joueurs, en tout cas, soient focus sur ça maintenant. Bon, alors Gonzalo Ramos, décidément, quand il est titulaire, il marque pas lui. Oui, franchement, c'est anecdotique. On a quasiment oublié qu'il était là. Sur le PSG, j'aimerais commencer par un point textile très important. Le nouveau maillot, là, le 25e de la saison. Ouais, mais c'est celui de l'année prochaine. Avant qu'à la première journée de la saison prochaine, il en ce soir, c'est le maillot de l'année prochaine. Oui, il présentait ce soir le maillot de l'année prochaine. C'est très beau. C'est un maillot historique. Ouais. Ça me touche beaucoup, ça me rappelle ma jeunesse. Donc c'est le vrai maillot du PSG. Donc pour tous ceux qui aiment ce club depuis. Dans ta jeunesse, il y avait sur le maillot le nom d'une radio qui n'était pas la bonne. Si je peux me permettre. Ils ont eu ces couleurs-là avec une marque de voiture aussi. Voilà. C'est vrai. Et pour tous ceux qui ont aimé le PSG, même avant les Qatarix, c'est formidable de voir ce maillot. Ça me touche beaucoup, j'aime beaucoup. Sans le PSG honnêtement, ils font tout bien. À part le côté politique institutionnel de la LFP. Avec les bizarreries de Nasser, le reste, que ce soit sportivement, même détail comme ça, mais ce qu'ont fait les supporters en allant, c'est la casse qu'il y a eu là dans l'expo Vivre Ensemble de Yann Arthus Bertrand. J'ai vu les supporters soient allés relever et aller aider à remettre en place l'expo suite au saccage du soir du match. Je ne sais pas si vous en avez parlé ce week-end et tout, mais j'ai trouvé que c'était un geste bien. Ce soir, c'était les 10 ans du CUP aussi.
Il y avait une fête, c'était bien. Non, vraiment, ils font tout bien. Ils invitent des anciens présidents, des anciens joueurs. C'est une période absolument faste pour le PSG. C'est absolument formidable. Et que là, dans cette période, ils sortent le vieux maillot pour renouer avec le passé et tout. C'est parfait. À part Nasser, tout va bien, quoi. Il y a toujours quelque chose. Non, mais la politique, c'est important. Je connais Daniel. En 20 ans d'after, c'est rare qu'il se dit dithyrambique comme ça sur le PSG, je te le dis. Sur le PSG, mais là, qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, non, mais après, on est quand même obligé de dire que la Ligue 1 est dans cet état parce qu'il y a eu des choix complètement fous et qui perdurent. Donc j'aimerais qu'ils changent. Ils ont fait un premier pas sur la répartition des droits internationaux, mais ils ont juste en un claquement de doigts, ils peuvent changer le football français et sans que eux, ça leur coûte rien. Qu'ils le fassent. Il faudrait juste rouvrir les yeux. Ahmed, supporter de Paris. Salut Ahmed. Salut, merci de me donner la parole, monsieur. Bah, c'est avec plaisir. T'étais au stade? J'étais au virage de Boulogne. Oula, t'as plus de voix, toi. J'ai plus de voix, j'ai tout donné. Bon, t'as vu un match comment raconte-nous. Tendu, parce qu'on voulait quand même les 3 points pour être tranquille quand même par rapport à ce match contre Ah ouais, Lens. parce que t'étais pas tranquille avant. Pendant une première mi-temps, on n'a rien vu du tout, donc on poussait, mais Ouais, Brest a même eu les 2 occasions. Hein. ouais, le gardien, pas mal de gardiens, le jeune là, Renato, il a fait des arrêts. Oui, Renato Marine, il a fait un bel arrêt en 1 contre 1 contre un attaquant brestois, en effet. Puis il a fait rentrer les pros en deuxième mi-temps. Et là, ça s'est accéléré. Ils ont vraiment fait le siège. Et, en plus, c'est cool, c'est le côté Boulogne. Donc, on les voyait quand même pousser. Quand on voyait qu'ils voulaient vraiment prendre les 3 points. Et Doué a trouvé l'ouverture. Et ça a été explosion dans le stade. Homme du match, Désiré Doué? Il marque. Il rentre. Il marque. C'est pas lui qui a été désigné homme du match, en tout cas. Ah bon? Je crois que c'est Mayoulou, si j'ai bien vu. Mayoulou fait un bon match. Il fait des belles accélérations. Ben voilà. Donc, c'est lui l'homme du match. Vraiment, il s'est bougé, on le voyait partout. Bon, t'as le temps de te refaire la voix d'ici le 30. Ouais, petit barbecue, comme d'habitude, familial. Ah mais oui, Ahmed, bien sûr. En côté, je remets Ahmed, on connaît bien Ahmed, il est déjà venu en after. Il est déjà venu physiquement nous voir. Ouais, la veille de la Ligue des Champions. Bien sûr, je me souviens très bien. Je vous avais dit que je faisais toujours un barbecue, que ça portait plaisir. Donc là, tu refais la même cette année, barbecue pour la finale? La même. Putain merde, et comment tu fais s'il pleut le 28, 29 mai? C'est ce que tu m'avais dit il y a un an. On l'a quand même fait. Et c'est toujours la même. Ah ouais, donc t'as ton cérémonial, tu vas pas, changer quoi. Faut que c'est abrité quoi. Ah ouais, non mais la deuxième étoile, je la veux, hein. Je m'en fous, je la veux. Ça fera super décor. Ouais, je voulais vous dire, le deuxième maillot, il est mitigé au niveau des supporters. Ah ouais, ça passe pas bien. Lequel deuxième maillot? Ah non, le maillot qu'ils viennent de mettre ce soir là. Il est mitigé. C'est le maillot historique, il est mitigé. T'as des amis Qatarix alors? Non, mais. C'est le maillot historique. Comment tu peux ne pas l'apprécier? Moi, je préfère le blanc avec les 2 bandes sur le côté. Ouais, celui-là. Là, t'as les couleurs. Là, t'as les couleurs d'origine. Je l'avais quand j'étais jeune. C'est le maillot Jean-Louis Tour, qui est historique. un connaisseur, déplorait que le liseré blanc est un peu trop large. Ça, c'est vrai. S'il faut pinailler. Mais là, ça remonte. S'il faut pinailler. Ouais, mais il faut le rendre moderne un peu le maillot. C'est normal. C'est pas le liseré, c'est la bande blanche qui sépare les couleurs. C'est un peu gros. Mais vraiment, parce que quand j'ai vu ce maillot, moi, c'est. Les couleurs déjà. Moi, il y a un truc qui me surprend sur ce maillot, que personne ne dit ça, mais vous avez vu comment le sponsor est Rikiki? Oui, c'est très bien. Tout petit, Qatar Airways. Là. Ouais. Peut-être que Qatar Airways, ils s'en foutent. Hein. Sûrement. Mais moi, je trouve les couleurs, c'est vraiment les couleurs de Paris de l'époque. Et je les trouve tellement. Non, mais comment on peut pas aimer ce maillot historique? En plus, c'est le meilleur lancement de maillot de l'histoire du PSG. C'est-à-dire en termes de vente? En termes de vente. Mais il est déjà en vente là? Ouais. Mais non, cette année, le PSG, ils en ont porté 15 des maillots différents. Non, mais celui-là, c'est pas pareil. Celui-là, c'est l'historique. C'est celui qu'on attendait en plus. J'avais l'impression. Qui sont les gogos qui vont acheter tous les maillots de l'année? Mais moi, je peux pas. Tout le monde. Les gogos, je m'en fous. Mais à 150 balles le maillot. Moi, je les achète pas tous les ans. Mais Paris, celui-ci marche. Mais celui-ci, oui. Celui-ci, oui. Toi, autant, je vais pas être le gogo, il va prendre celui avec les flammes, là, parce qu'on t'a fait tout un cirque, les flammes, les maillots, enfin, tous ces trucs. Tu l'as pas, celui-là, avec les flammes, là? Lequel? Le maillot noir? Non, le noir, il est affreux. Mais le bleu, là, avec les flammes, soi-disant, porte-bonheur. Okay. Le bleu de la finale de l'an dernier. Moi, j'aime les couleurs, moi, j'aime l'identité. Celui-là, je l'ai vu, j'ai eu l'impression que Grail allait rentrer sur le terrain. Oui, c'est celui-là. Bon. Écoute, c'est pas celui que le PSG portera lors de la finale. Donc Ahmed, on a compris que toi, t'as barbecue le 30, tu vas pas Budapest. C'est bien le sponsor plus petit, parce que s'il avait été plus gros, il coupait les bandes. Ouais. Et Qatar Airways a accepté.
d'être plus petit. C'est pas mal, non? Merci Ahmed. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a mes frères et sœurs, tout le monde va chez. C'est une réunion familiale. Le barbecue. Pour le barbecue, oui. Oui. Pour le PSG. Donc, Mais quel rapport le barbecue avec le maillot du coup? Parce que c'est sa finale, il nous explique sa finale. Ahmed. Pardon. Écoute, on vous souhaite à tous un bon barbecue. Tu diras à tes potes rabat-joie que c'est le maillot qui va le plus se vendre dans l'histoire du club. D'accord. Mais je trouve les supporters parisiens, vous aimez bien quand même vous trouver à chaque fois la petite. Râler. Ouais, râler. C'est un truc de parisien de râler. Comme tu veux. Le râler sur le maillot qui a les couleurs historiques du club. Là, je comprends pas. Le vrai bleu et pas espèce de bleu marine ou de bleu machin. C'est les couleurs de Paris, c'est le bleu roi et le rouge. Bon, après cette minute textile, parce que vous n'avez pas grand-chose à dire sur le match, d'après ce que je vois. Passons aux autres matchs du soir, parce qu'il y a d'autres choses quand même à signaler. On n'a pas parlé de Rennes. Rennes, attention, qui est passé pas loin du couac, parce qu'ils étaient menés par le Paris FC. Ils ont réussi à renverser le match, les Rennais. Donc bravo, ils restent dans la course. Je pense qu'ils se sont bien fait peur quand même, Rennes, ce soir, Sam. Ouais, ils se sont fait peur, mais... Encore une fois, ils ont très très bien réagi et rapidement, ils ont enchaîné comme ça. Avec encore un Leopold de fou. Ouais, Leopold de fou, il marque. Et c'est un joueur, j'aimerais quand même qu'on en parle. Ça va tomber, équipe de France. Non, moi je dirais pas ça. Non, il nous a déjà dit que c'était non. Pas ça. Non, je dis pas que c'est non. Tant mieux si. Non, c'est elle, je l'ai dit en conférence de presse ce soir. Mais, tout le monde s'y met. Mais en tout cas, moi je dis que par rapport à ce qu'il fait, il faudrait quand même qu'on ouvre les yeux, qu'on se rende compte que. Tout le monde dit qu'il est bon, qu'il fait une grosse saison. Mais je trouve qu'on n'en parle pas assez à mon goût. Mais quand on parle de l'équipe de France, moi je sais qu'à mon époque et même avant, il fallait faire bien plus pour être appelé en équipe de France. C'est pas simple. Il y a des joueurs, quand on regarde offensivement en équipe de France, les joueurs qu'est-ce qu'on va faire? On le prend, ça veut dire qu'on enlève quelqu'un? Bah oui, forcément. Donc cela dit, il faut faire bien plus. Moi, je me souviens toujours de Kimpembe appelé en équipe de France, qui était 2 fois titulaire avec le PSG. Mais donc là, je vais revenir là-dessus aussi. Oui. On parle de Presnel, qui joue au Paris Saint-Germain, qui jouait la Ligue des Champions. Et quand tu joues la Ligue des Champions Paris Saint-Germain, c'est pas la même chose que de jouer des matchs. Oui, mais lui, il jouait quasiment pas. Enfin, il débarrait à peine. Non, mais je comprends ce que dit Sam. Non, c'est pas la même. C'est pas la même chose du tout. Tu joues au Paris Saint-Germain, déjà pour jouer titulaire au Paris Saint-Germain. Déjà, l'entraînement au PSG, c'est plus fort. Voilà, c'est plus fort. Et ensuite, tu joues la Ligue des Champions, c'est un autre niveau. Donc, même si tu es plus jeune, même si tu as 2 matchs, 3 matchs, pour moi, tu as la capacité d'être appelé en équipe de France. On va parler d'Auxerre et de Nice, donc par voie de conséquence, parce qu'on a Mickaël qui était. Mais il est de retour surtout. Voilà, et qui était au stade à Auxerre. Salut Mickaël. Salut à tous. Et oui, j'étais dans cette belle ambiance à Auxerre. T'es Auxerrois? Alors, je suis pas du tout Auxerrois, je suis Troyen. Ah bon, merde, normalement ça marche pas les deux. Ouais, mais bon, on n'est pas loin et ça permet d'aller voir du bon football. Et puis là, il y avait quand même une belle ambiance. Ah, mais tu supportes pas Troyes? Alors Troyes est champion de Ligue 2, donc c'est quand même une belle année. Mais moi, je suis supporter PSG au départ. Ah oui, attention quand même à ce que la crête pousse pas là, parce que supporter 3 clubs en même temps, dont 2 que normalement on supporte pas dans le même coin, là ça fait un peu footix dans ce que tu nous dis là. Non, parce que quand tu m'as fait rêver à parler du maillot et de parler de rail, je trouve que tu as complètement raison sur le maillot. Ah bah oui. Bon alors tu as vu un beau match, ça avait l'air sympa parce qu'il y a eu des rebondissements et tu as Auxerre qui du coup se crée une petite dynamique avant d'aller à Lille là. Exactement. Et franchement, au début du match, c'était un peu chaud parce que Nice a quand même bien démarré le match avec ce premier but. Et en fait, finalement, on a vu un Sékou Mara qui a égalisé et qui est devenu, moi je trouve, resplendissant au fur et à mesure du match. Et Auxerre a poussé. Et en deuxième période, il mérite de passer devant 2-1 avec Sinayoko qui a été très très bon aussi, je trouve, sur cette deuxième période, et l'ambiance qui a été folle. Ils ont poussé leur équipe et franchement on a vu un beau match. Pellissier depuis des semaines, il dit non mais on va se maintenir. Que ce soit il y a quelques semaines on pouvait lui dire t'es gentil mec. Le championnat, je vois pas Nice ne pas gagner contre Metz. Auxerre, ce serait une énorme sensation d'aller gagner à Lille. Donc c'est-à-dire que la logique serait qu'Auxerre soit barragiste. Et après, ils se démerdent dans le barrage, quoi. Et dans le barrage, on verra contre qui vont tomber. Si c'est Saint-Etienne ou Red Star. Je rappelle qu'au barrage, c'est le club de Ligue 1 qui reçoit au retour. Ce que moi, je trouve anormal, mais bon. Ça devrait être le club de Ligue 2. Non, je trouve pas ça anormal. Ah bon? Je trouve ça anormal. Non. Ça veut dire quelque part, ça veut dire que tu actes le fait que tu as plus de mérite de finir fin de Ligue 1 que de finir en haut de Ligue 2.
Tu vois ce que je veux dire ? Non, moi je trouve que ça me choque pas. Ça. C'est normal. T'es en Ligue 2, c'est normal. Faut aller à la conquête jusqu'au bout. Ouais. Faut aller la chercher. Si tu la veux, ta Ligue 1, c'est l'élitisme à tout prix, quoi. Voilà. C'est quoi ? C'est l'élitisme à tout prix. Mais n'importe où. Ah, Gilbert. On parle de la conquête à tout prix. Qui, côté niçois, qu'est-ce que t'as vu, Mickaël ? On n'a pas compris que Wai soit pas titulaire. Alors, c'est vrai que. Il était un peu blessé, non ? Nous, on l'a vu. Enfin, toi, tu le sais pas parce que t'es d'Auxerre. Non, nous, on l'a vu s'échauffer devant nous. C'est vrai que quand il était pas titulaire, on était un peu surpris aussi. Après, quand il est rentré, il n'a pas eu beaucoup de ballons. Nice, en deuxième période, je trouve, n'a pas eu beaucoup d'occasions, à part il a failli avoir une grosse boulette de Novan Léon et finalement sauvé sur la ligne. Hormis ça, on n'a pas trouvé les Niçois vraiment dangereux en deuxième période. Et celle de Wai aussi. Celle de Wai du gauche. Oui, qui repoussait un peu avant la ligne, là. Ouais. À la toute fin, ouais. Exactement. Non, mais Wai, je crois qu'il était un peu blessé, à confirmer. Sinon, c'est incompréhensible. C'est le seul gars qui, en ce moment, porte Nice. Après, quand enfin Diop se montre, parce que lui aussi, c'est un vrai bon joueur, comme on le voit trop peu à Nice. Le nombre de fois où il est bon dans l'année, c'est largement insuffisant. Pourtant, c'est un bon joueur. Mais Wai, en ce moment, c'est le gars qui porte Nice. Donc, c'est impossible qu'il soit pas titulaire. C'est forcément qu'il avait un problème physique. Après, sur le premier but, le duo Diop, c'est le premier but, avec une belle basse profondeur derrière. Ah, mais t'as le droit d'en rajouter un aussi. Oui, sinon, je comprends pas pourquoi il est pas titulaire, s'il était au top. Mickaël Et par contre, je peux te dire un petit bémol. Ouais. Vraiment un petit bémol. J'étais avec un pote au stade. Je mets un petit bémol sur l'arbitrage qui a été haché et qui n'a pas laissé jouer. Bon. Je suis désolé, on a vu un beau match de foot et c'était haché alors que franchement, les deux équipes avaient envie de jouer. Pour le coup, on s'attendait à un match fermé, c'était pas le cas. Dis-moi, sur ma petite fiche, je vois que tu es professeur de tennis. De padel même. Ah, de padel. Ah, de padel, ça n'a rien à voir avec le tennis. Ah, d'accord, je pensais tennis. J'ai été tennis avant et maintenant je suis padel. Ah oui, jusqu'à quel niveau tennis ? J'ai été 2-6 au tennis. Ah bien, propre. Ah, oui, ouais, parce que Daniel a quelques soucis en ce moment. Je reviens pas mal là. Ah bon. Mais tu fais des compètes là encore ? Non, j'arrive plus à faire les tournois, j'ai plus le temps, malheureusement. Ah, difficile les compètes de tennis. Oui, il faut se libérer. Bienvenue au paddle bientôt alors. Non, ça c'est bon, ça va, je tiens encore debout, donc c'est bon. Salut Mickaël. Merci en tout cas, merci à tous. Bonne soirée. Avant de parler du reste de la Ligue 1, là, je voulais dire un petit mot de mon ami Enciso. Ah, bon, là, Sam, tu veux aller boire un verre ? S'il démarre sur Enciso, on n'est pas besoin d'être là. Non, ça va aller vite, mais surtout que votre avis m'intéresse. Ouais, on peut. Ah bah non, on va pas se permettre. Hein. Donc Enciso, 3 pénaltys en 2 matchs, il en met qu'un seul en fait. D'accord. Ouais. Ok. Et tu lui en veux ? Je lui en veux parce que il tire sans lever la tête, comme d'habitude. Contre le Rayo Vallecano, s'il lève la tête, il voit que le gardien part 5 secondes avant, il a juste à ouvrir le pied. Voilà. Il le fait pas. Non mais de toute façon. Et là ce soir il retire le même. Les mecs qui du même côté comme ça dans la frappe, cette tendance-là, je la supporte plus. Je supporte plus les mecs qui tirent les pieds. Et donc là il a la chance que ce soit retiré. Et là tu te dis bon, il va changer. Il va bien à un moment, je sais pas, lever la tête, faire un truc différent. Et là il refait encore la même. Mais il marque. Ah ouais, voilà. Mais je pense que c'est un autre problème avec lui, mais il y a un souci. Une petite fixette. Ouais, je pense. Ouais. Petite fixette. Quoi, vous trouvez que c'est un bon joueur ? Je pense qu'il a un potentiel, mais c'est vrai que pour l'instant, il est un peu baduf quand il joue. Merci. Il a un potentiel, bien évidemment. Mais tu dois pouvoir bosser sur lui pour lui faire. Je sais pas, faut augmenter son QI football. Faut vraiment lui augmenter son QI foot. Mais je pense qu'il a quand même pas mal de talent. Et donc Angers, de son côté, a pris le point qu'il maintient, donc ce qui est quand même à l'échelle d'Angers. Je me suis jamais inquiété pour Angers. Ouais, Angers. Oui, on avait été avec l'after à Angers. C'est pas parce qu'on y est allé qu'on s'inquiétait pas. Ouais. Mais... Non, mais on s'inquiétait pas déjà à l'époque. On avait dit. On ne s'inquiétait pas. Au coach qu'on avait reçu, Alexandre Dujeu, qui est très sympa. Oui. Et tout le monde, on avait été très bien reçu. Exactement. Et donc dernier match de la carrière de Capel. Moi, j'ai trouvé le moment assez émouvant quand il est sorti. C'est beau ça. C'est des histoires de petits clubs avec des joueurs fidèles à leur club. Nous, vu de l'extérieur, on se dit ah ouais, mais eux, ça. Voilà, il a quand même quasiment 300 matchs. Voilà, le public était touché, lui était touché. J'ai bien aimé cette image. Ouais. Bon, voilà. De quel match est-ce qu'on n'a pas parlé ? On n'a pas parlé de Metz-Lorient, mais je ne sais pas si. Non, on peut s'en passer. Hein. On peut s'en passer. Ouais. Lorient a gagné 4-0. Donc, non, rendez-vous la semaine prochaine. J'ai hâte de cette dernière journée qui va être un peu folle. Ça va être un peu fou.
avec tous les matchs cette fois en même temps. Et donc en milieu de semaine, Lens PSG et Brest-Strasbourg, qui est un autre match en retard, mais qui du coup n'a plus aucun intérêt, ni pour Brest, ni pour Strasbourg. Donc celui-là, bon, je ne sais pas si il va passionner les foules.